l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quoi de neuf du mois de janvier. Avant de commencer, je tiens à dire un gros merci. Parce que cette semaine, la chaîne a franchi un seuil important. Donc, on a réussi à atteindre le 5000 abonnés. Bon, c'est certain, c'est juste un chiffre, mais de notre côté, ça veut dire que bon, les gens nous écoutent, les gens aiment ce qu'on fait, puis ça, c'est très agréable. Ça nous donne envie de continuer, de pouvoir produire encore plus de contenu pour vous autres. Donc, ben c'est ça, je voulais prendre quelques secondes pour vous dire un gros merci et un gros pouce pour vous autres. Mais là, on va y aller avec ma revue du mois de janvier. Donc, le mois de janvier, j'ai joué à plusieurs parties, encore là, de beaucoup de jeux différents. On commence avec des petites statistiques, parce que je suis un grand fan de noter tout ce que je joue. J'ai joué 66 parties de 34 jeux différents. Là-dedans, il y en a 20 que c'était la première fois que je jouais. Mais, comme à l'habitude, je ne vous parlerai pas de tous ces jeux-là. J'en ai sélectionné quelques-uns dont j'avais particulièrement envie de vous parler. On va y aller immédiatement avec le premier jeu sur ma liste, qui est Crysis. Crysis, vous avez pu voir il n'y a pas trop longtemps sur la chaîne. J'ai produit une vidéo de présentation et de déballage. S'en est suivi très rapidement que j'ai joué déjà 3 parties de fête de ce jeu-là. J'ai trouvé le concept tellement intéressant parce que bon, à la base, c'est un placement d'ouvriers. Le jeu n'est pas révolutionnaire, donc on va placer des ouvriers pour prendre des ressources, convertir des ressources, utiliser des bâtiments avec des travailleurs, et etc. Donc, à la base, je serais porté à dire que le jeu est pas utilise pas un mécanisme vraiment là, complètement nouveau ou complètement différent. C'est du bon vieux placement d'ouvriers. Le thème, par exemple, qui va autour de ça, puis certaines petites choses font en sorte que c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Le thème est un peu futuriste, un peu gris, ça va plus très bien, le gouvernement est en train de tomber, on est proche de la crise économique et j'ai trouvé que le thème était très intéressant à voir. Bon, pas agréable, là, mais j'ai trouvé ça, c'est un style qui me fait, que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu là, ça me faisait penser un peu au 5e élément ou encore des choses comme ça. Un peu futuriste, mais ça va pas nécessairement tellement bien dans cet univers-là. Ceci dit, ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que le jeu, à chaque tour, bon, on va jouer pendant 7 tours de temps et on va devoir, bien entendu, faire le plus de points de victoire. Comme je disais, la petite twist intéressante, c'est que, étant donné que le pays est en crise, à chaque tour, on a un barème de points qu'il faut atteindre. Donc, exemple, à la fin du tour 1, il faut que tous les joueurs aient 19 points. Tous les joueurs qui vont être sous cette barre-là vont faire descendre l'indice économique du pays. On a une charte, une jauge qui va descendre. Donc, au début, c'est dans le vert, puis on va avoir ça va bien, mais plus ça va descendre, ça va tomber dans le jaune et ensuite dans le rouge. Et si on arrive à 0, la partie se termine immédiatement. La seule façon de pouvoir avoir gagné à ce moment-là, ça va être si on a réussi à avoir le seuil de points qui a été demandé. Donc, tous les joueurs, en étant un jeu complètement compétitif, vont quand même essayer de ne pas faire cracher l'économie parce que sinon, tout tombe puis la partie va se terminer. Donc, oui, ça peut être intéressant de vouloir se faire beaucoup d'argent. Donc, on va vendre nos ressources au marché noir, on va produire énormément d'argent, mais on ne fera pas de points de victoire. Puis les points de victoire, c'est justement le bien-être de l'économie du pays. Ça veut dire que de temps en temps, il va falloir essayer de générer des points de victoire, quitte à avoir moins de choses dans l'immédiat pour justement éviter que tout tombe en ruine. C'est toujours ça, il faut toujours jauger un peu nos efforts, puis éventuellement, ben, essayer de voir aussi avec les autres, mais ultimement, ça reste un jeu qui est compétitif, donc c'est pas coopératif. La petite twist fait en sorte que le jeu va bien, j'ai trouvé ça intéressant, on prépare une petite machine, Engine Builder, un petit style que j'aime beaucoup, on va justement faire nos petites choses comme ça. Le jeu se joue de 1 à 5 joueurs. J'ai joué à quelques configurations, j'ai joué en solo, j'ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 3 joueurs aussi. J'ai pas encore joué avec 4 et 5, mais j'ai trouvé ça intéressant, sauf que la seule petite chose que je pourrais dire, bon, pas nécessairement un point négatif, mais il n'y a pas de limite d'espace. Donc, quand on joue à certains jeux, des fois, avec moins de joueurs, il va y avoir quelques espaces qui vont être pris sur le plateau qu'on ne pourra pas accès. Ou encore, il va y avoir un automat qui va venir bloquer certains secteurs. Dans Crysis, il n'y a pas ça. Même en mode solo, bon, le but est très élevé à obtenir, mais on n'aura personne qui va nous bloquer, donc on va avoir tous les espaces qui sont disponibles. Je dirais que, bon, j'ai été habitué un peu avec s'il y avait du placement d'ouvriers, avec un petit peu de refus comme ça, mais sinon, j'ai trouvé le jeu très bon. J'ai très hâte d'y rejouer, comme je dis, à 4 et à 5 joueurs, puis je devrais vous présenter ce jeu-là à la chaîne dans les prochains mois.
Sinon, on va continuer avec un jeu qui s'appelle Horizons. Encore une fois, un autre jeu que j'ai fait la présentation sur la chaîne. Vous allez aller voir la vidéo. C'est un jeu un peu de futuriste. Donc, on va essayer de coloniser des planètes. On va explorer des choses. Après y avoir joué, j'ai joué une seule partie de celui-là. J'ai trouvé le jeu très simple, mais ça coule bien. C'est pas un jeu compliqué, c'est pas un jeu qui est long. Donc des fois, bon, on n'a pas envie d'avoir un gros jeu. À peu près 45 minutes la partie que j'ai faite. Le jeu va bien, c'est vraiment pas compliqué à apprendre. Il y a des petites twists intéressantes, j'ai bien hâte d'y rejouer, là, comme je dis, on manque de temps pour jouer un peu à tout. Mais sinon, non, Horizon, j'ai trouvé que le jeu était bien fait, le jeu est facile à comprendre. Puis encore là, ça tombe dans la catégorie léger, là, petit léger plus, qui est très agréable à jouer. Sinon, j'ai joué aussi à Ganymede, on reste dans l'espace. Ganymede est un jeu qui va être distribué par Lucky Duck Games. C'est quoi encore là? Bon, on va souvent dire qu'un jeu est comme Splendor. Bon, être comme Splendor, c'est presque rendu une mode. Ça veut dire un petit jeu simple, avec des règles pas trop compliquées, qui se joue rapidement, qui donne un petit feeling de engine building. En tout cas, moi, c'est ma définition d'un petit jeu genre Splendor. Ganymede, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'envoyer des colons sur des navettes spatiales. On va devoir prendre nos petits meeples et les traverser de la Terre jusqu'à Mars, et ensuite ils prennent un vaisseau pour se rendre jusque sur Ganymede, d'où le titre du jeu, sur des vaisseaux qui vont partir et ils vont marquer des points. Le jeu est très court, donc il ne faut pas s'attendre à un gros jeu. Encore là, le jeu utilise des petites combines, mais c'est le genre de jeu qu'on va jouer, puis quand on sentirait qu'on serait dû pour un gros coup, une grosse combine, ben souvent c'est là que ça arrête. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que justement, le jeu est fait pour ça, de faire une petite expérience. Ma partie que j'ai jouée à 2 joueurs a duré à peine même pas 25 minutes. Donc, c'était la première partie qu'on jouait, donc le temps de s'habituer avec les règles un peu. Le jeu va super bien. C'est un petit jeu rapide, puis moi, dans ce créneau-là, c'est le fun, parce que c'est le genre de jeu qu'on peut sortir en fin de soirée, qui est pas trop complexe, les règles sont pas trop lourdes, mais qui offre quand même des décisions intéressantes. Donc, c'est certain que ce sera probablement pas le jeu de l'année, mais moi, j'apprécie beaucoup ce genre de poids-là. J'ai trouvé ça drôle parce que il y avait comme la petite ordre, on dirait que Ganymede est un petit peu plus tranquille, Horizon, c'est un petit peu plus élevé, puis après ça, on tomberait avec un jeu probablement un peu plus de l'espace, un peu plus corsé. Mais sinon, c'est des beaux petits jeux qui sont agréables à jouer, puis qui sont probablement faciles à sortir en famille aussi. Il faut pas être intimidé par l'espace en tant que tel. Ganymede est vraiment un jeu très accessible. Sinon, j'ai joué au jeu Duelosaur Island, donc un Kickstarter que j'ai reçu. Pour ceux qui ne le savent pas, le jeu est une version à 2 joueurs du jeu Dinosaur Island. Dans Dinosaur Island, ça va être un placement d'ouvriers où on va devoir justement se créer un parc à dinosaures. La version Duelosaur Island est beaucoup plus facile à sortir. C'est pas nécessairement le même jeu parce que c'est même pas le même designer qui a travaillé là-dessus. C'est vraiment un autre designer qui a eu une bonne idée pour pouvoir faire un jeu à 2 joueurs qui utilisait l'essence même du jeu Dinosaur Island et le résultat est vraiment agréable. J'ai joué quelques parties de ce jeu-là. J'ai trouvé ça le fun parce que un des problèmes de Dinosaur Island, c'est que le jeu est gros à sortir. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choses, et malgré le fait que ce soit un bon jeu, on n'a pas toujours envie d'étendre sur la table un paquet de plateaux puis un paquet de choses comme ça. Dans Duelosaur Island, ils ont réglé le problème. C'est certain que c'est moins tape à l'œil parce qu'on n'a pas des beaux petits meeples en dinosaures, mais on va jouer les cartes vont servir pour pouvoir jouer les dinosaures et les attractions. Donc, les cartes sont divisées en 2. En haut, il y a un dinosaure, en bas, il y a une attraction. Puis selon où on va la jouer, on va la mettre sur notre plateau de jeu, en haut ou en bas. Encore là, le jeu utilise des super plateaux avec de double épaisseur. Donc, c'est le fun d'avoir les petits cubes qui pouvaient rentrer dedans pour calculer notre ADN, qui se trouve à être nos ressources pour fabriquer des dinosaures. On va également recruter des spécialistes qui vont nous donner des bonus tout au courant de la partie. Le jeu est très intéressant, ça reste un jeu à 2 joueurs, donc c'est certain que ça n'a pas l'envergure de l'original non plus, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire une version à 2 joueurs qui sort bien. J'ai trouvé ça le fun, j'aime beaucoup le thème des dinosaures. Il y a Dinogenix qui s'en vient bientôt, un Kickstarter que j'ai très hâte d'essayer puis de vous présenter. Mais sinon, Duelosaur Island a été un bon petit jeu très agréable. On continue avec un peu d'Améritrash. Bon, les gars, ça parle pas souvent d'Améritrash. Donc, c'est quoi ça, des jeux avec des figurines puis des dés? J'ai joué avec mon ami Kevin qui est descendu avec sa version Kickstarter de Projet Elite. Donc, Projet Elite est un Kickstarter qui a sorti il y a déjà quelques temps. Il y a d'ailleurs une réédition présentement qui vient de... La campagne vient de se terminer sur Kickstarter de la nouvelle édition. C'est quoi ce jeu-là? Eh bien, c'est un jeu coopératif où on va devoir tenter de réussir une mission. On est envahi par des extraterrestres, des aliens ou un paquet de figurines en plastique
qui vont nous attaquer et le jeu est un jeu en temps réel. Ça veut dire que les joueurs vont tous travailler avec des dés pour pouvoir essayer de se déplacer et faire leurs actions pendant une courte scène d'action. Donc, on va avoir la préparation, donc c'est pas un jeu tout le temps en temps réel, ça bouge pas nécessairement comme un feu roulant, mais lorsqu'on est prêt, ça va par vague si on veut, on va partir un timer et c'est parti. Donc là, les joueurs vont rouler de manière frénétique les dés pour se déplacer, pour attaquer les monstres, mais aussi vont faire en sorte que les monstres vont se déplacer constamment. Sur les dés, il y a des symboles qui font en sorte qu'il faut avancer un monstre sur le plateau de jeu. Et il y a un paquet de flèches qui nous dit comment les monstres vont aller. Au départ, on a quand même assez de l'espace, mais à un moment donné, ils se font un petit couloir puis ils réussissent à sortir et ça rajoute beaucoup de tension dans le jeu. Ça reste un jeu de dés, faut pas être allergique à ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à ce genre de jeu-là. C'est pas un type de jeu que je jouerais nécessairement tout le temps, mais j'ai trouvé que le jeu était très intéressant. Donc, on va essayer de s'équiper, avoir des différentes armes, des choses comme ça. Et il va également avoir des objectifs qui vont être différents selon les missions qu'on va prendre. Donc, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez aller le voir. Je sais qu'il a été sur Kickstarter. Je sais pas c'est quand que la prochaine version va être livrée, mais c'est un jeu en temps réel avec beaucoup de plastique et beaucoup de tension. Ensuite, un autre jeu, je fais le tour des jeux que j'ai fait des présentations parce que c'est les jeux que j'ai joués ce mois-ci. J'ai fait une présentation du jeu New Frontier, qui est une version de plateau de Race for the Galaxy, un jeu que j'affectionne particulièrement. Encore une fois, le thème de l'espace, on va justement essayer d'explorer des planètes, avoir des développements pour pouvoir faire des ressources, pour pouvoir générer des points de victoire. Bref, un engine builder comme je l'aime. La version de plateau est très intéressante, est assez différente quand même. Je dirais que pour moi, c'est encore assez justifié d'avoir la version de plateau puis la version de carte. Je pense que je préfère probablement la version de carte, mais la version de plateau est vraiment magnifique. Les ressources qui sont utilisées, parce que dans la version de carte, l'argent c'est les cartes, les ressources c'est les cartes. C'est la version de carte d'ailleurs. Mais dans la version de plateau de New Frontier, il y a des belles grosses ressources. On a aussi des crédits, on va acheter des cartes. La dynamique est quand même assez différente parce que les développements sont tous disponibles sur le plateau de jeu. Donc on va essayer de réussir à se faire un engine littéralement là, pour essayer de marquer le plus de points et essayer d'exploiter un filon ou trouver une combine qui va être bénéfique pour nous. J'aime beaucoup ce genre de jeu-là et il va vraiment donner un beau clin d'œil, une belle boucle avec Puerto Rico, avec la sélection d'action. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent dans les jeux, mais un bon jeu de sélection d'actions comme ça, on va sélectionner différentes actions pour pouvoir les réaliser. Ça ferme bien la boucle parce qu'à l'origine, Race for the Galaxy était un peu issu de Puerto Rico. Ceci dit, New Frontier, je l'apprécie beaucoup et c'est un jeu qui va rester dans ma collection avec les autres de la petite famille. Ensuite, on continue. Un jeu que j'ai reçu de Kickstarter et que j'ai vraiment apprécié. C'est le jeu Raccoon Tycoon. Raccoon Tycoon est distribué par la compagnie Forbidden Games. Si vous avez regardé sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo de Extraordinary Pirate, un jeu qui était sur Kickstarter, mais aussi de Railroad Rivals, un jeu de train vraiment agréable. Raccoon Tycoon est un jeu visuellement très intéressant. Au final, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de ressources. Donc, on va produire des ressources pour pouvoir faire monter leur prix ensuite et les vendre pour faire de l'argent. Cet argent-là va servir pour faire des enchères, pour pouvoir acheter des parts de propriété, si on veut, ferroviaires, qui va être au final simplement du set collection. Donc, on va collectionner différents ensembles. Le jeu est simple, le jeu est beau, le jeu est vraiment agréable. Puis malgré le fait que ce soit un jeu très familial, c'est vraiment mon coup de cœur du mois, un jeu que j'ai vraiment envie d'y rejouer. C'est certain que, étant donné que le jeu utilise des enchères, à 2 joueurs, moins intéressant un peu, mais le jeu se joue jusqu'à 5 joueurs. Puis je serais pas gêné de le sortir à ce nombre de joueurs-là parce que la partie va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie tout au plus. Les parties que j'ai faites à 3 joueurs durent à peine plus qu'1 heure et c'est un jeu très agréable qui gagne à être connu. Je sais que le jeu n'a pas une distribution super grosse, mais si vous avez l'occasion de voir ce jeu-là, Raccoon Tycoon, c'est très facile, les règles sont très simples et c'est un gros pouce en l'air pour moi. Warhammer Underworlds est un jeu qui que j'ai toujours eu dans l'œil. C'est quoi ça? La première version, en fait, c'est Warhammer Underworld. La première édition s'appelle Shadespire et la deuxième s'appelle Nightvolt. À partir de maintenant, je vais appeler ça Warhammer Underworld parce que, bon, les deux jeux, c'est essentiellement le même jeu. C'est un jeu de figurines, mais avec un plateau de jeu. Donc, on n'est pas avec des réglettes, on sort un peu du jeu de niche de miniature, mais c'est un jeu de société avec des figurines et de type escarmouche. Donc, ça va être 1 contre 1, on va s'affronter. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que avant les parties, on va créer un deck. Donc, on va fabriquer un deck selon certains paramètres qui va être différents objectifs, différents pouvoirs qu'on va avoir, puis au courant de la partie, on va piger là-dedans. Ce jeu-là
ce qui le démarque un peu des autres, c'est que c'est pas un combat à la mort. Le but, ça va être de faire des points de victoire avec des objectifs. Le jeu dure seulement 3 rounds. Et dans chacune des 3 rounds, il va y avoir seulement quelques activations. Donc, on va jouer 4 activations. Ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup d'actions tout au courant de la partie. Donc, on va devoir optimiser ces actions-là parce que faire des objectifs va nous donner des points, mais également vaincre les unités des autres joueurs va nous donner des points. Donc, on va être amené à pouvoir faire des choix par rapport aux objectifs à réaliser parce que les parties vont rarement se terminer avec une armée qui est complètement disparue de la carte. Ce petit côté-là me plaît énormément. Warhammer Underworld est vraiment un autre gros coup de cœur pour moi. Et on continue avec un jeu cette fois-ci beaucoup plus petit. Je ne sais pas si vous connaissez Star Realm, qui est un jeu très populaire. Il y a eu également la version Hero Realms qui est sortie, qui est une version médiévale fantastique qui reprenait essentiellement les mêmes mécanismes. Ils ont changé quelques petites choses. Star Realm a eu énormément d'extensions. Maintenant, il y a les Character Packs pour Hero Realms. Ceci dit, c'est des jeux qui sont très amusants. Shards of Infinity et le prochain jeu que je vais vous parler utilise encore une fois relativement le même mécanisme. Bon, c'est pas la même compagnie, c'est pas le même jeu, ils n'ont pas directement copié. C'est un deck builder où il va y avoir une rivière en avant où on va sélectionner les cartes. On va prendre les cartes qui vont aller dans notre deck, on va les brasser comme ça, etc. Ceci dit, il va falloir affronter l'autre, pouvoir le descendre de 2 points de vie. Le jeu vient avec un beau matériel parce qu'on a des espèces de grosses cartes surdimensionnelles qui vont servir pour pouvoir compter les points et également compter le Mastery. Ça, c'est une petite chose qui fait sortir Shards of Infinity du lot. C'est qu'au courant de la partie, on va également avoir un type de ressource qui va être du Mastery. On ne peut jamais en perdre, mais on va en gagner selon certaines cartes qu'on va jouer ou certains coûts qu'on va payer. Maintenant, ce niveau de maîtrise-là, il y a des cartes qu'on va jouer que, tout dépendant du niveau de maîtrise qu'on a, les cartes vont être plus fortes. Donc, au départ, la carte nous donne 2 de ressources, mais si jamais on a 10 de maîtrise, oh, elle nous donne 3. Et si on a 15, elle nous donne 4. On va avoir des cartes qui vont littéralement se booster comme ça et qui vont rendre la chose très intéressante. Une autre petite chose un peu différente que Shards of Infinity fait, c'est l'utilisation des mercenaires. Bon, encore une fois, on a déjà joué à ce type de jeu-là, on a une rivière, on choisit une carte qu'on va acheter, on la met dans notre défausse et quand on est rendu à rebrasser notre deck, on prend notre défausse et on rebrasse et la carte va être disponible. Maintenant, les mercenaires, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut les recruter comme ça, comme toutes les cartes qu'on va faire, mais si on veut, on peut également payer le coût et jouer la carte immédiatement. On va avoir le bénéfice instantanément, mais on va reprendre la carte et on va la mettre sous le paquet général. Donc, la carte ne viendra pas dans notre deck. C'est un usage à court terme, un gain à court terme. À long terme, c'est certain que la carte ne va pas dans notre deck, donc on ne la retrouvera pas, mais ça va faire la différence pendant le jeu. J'ai trouvé que la maîtrise puis les mercenaires étaient 2 petites twists vraiment intéressantes à un concept qui ressemble quand même à Star Realms. Star Realms a encore la chance d'avoir un paquet d'extensions, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que Shards of Infinity est facile à jouer. C'est encore là un jeu très rapide à jouer, puis il y a différents modes de jeu là, qui rendent le jeu très intéressant. Donc il y a un mode d'ailleurs que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Quand on joue à 3 joueurs, souvent dans Star Realms, on va choisir quel joueur on attaque. Ça va souvent faire en sorte que les parties vont être plus longues qu'ils devraient l'être, ou ça va faire du king-making. Bon, décider un peu qui va gagner ou qui va perdre. Il y a un mode spécial à Shards of Infinity qui fait en sorte que lorsqu'on fait du dégât, on fait des dégâts aux 2 joueurs. Donc, plus besoin de choisir. Les joueurs peuvent jouer leur carte défensive, mais à la base, on fait les dégâts aux 2 joueurs. Donc, les parties sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus intéressantes pour jouer à plusieurs joueurs. Parce que, bon, ultimement, Star Realms à 3 et 4 joueurs, moi j'avais trouvé que ça avait tombé un peu à plat. Shards of Infinity a peut-être pas autant de matériel, mais c'est un super bon jeu et j'ai vraiment apprécié d'y jouer. J'espère qu'ils vont sortir plein de petites extensions parce que c'est le genre de jeu qui, à long terme, va gagner beaucoup avec ça. Ensuite, un autre gros coup de cœur, comme plein de coups de cœur ce mois-ci, cette fois-ci dans les jeux pour enfants. Vous avez vu, de temps en temps, je joue avec ma fille, on a fait une vidéo de My Little Sight, et je crois que ce jeu-là va mériter une vidéo quand on va avoir terminé le jeu. Le jeu, c'est Zombie Kids Evolution. Le jeu est un jeu de type Legacy pour enfants. Donc, ce qu'on va faire ultimement, c'est que l'école est envahie par les zombies, il faut réussir à défendre l'école en mettant des cadenas sur les portes pour arrêter l'invasion de zombies. C'est un jeu coopératif, relativement facile, je dirais, au départ. Parce qu'au départ, bon, c'est très simple. J'ai joué avec ma fille à 2 joueurs, on utilise même un côté plus simple. Mais ce qui rend le jeu absolument unique, c'est que plus on va jouer, et plus on va coller des petits collants. Donc, selon chaque partie qu'on va jouer, qu'on ait gagné ou perdu, on va apposer un collant en arrière du livret de règles. Mais plus on va jouer, et plus on va avoir des récompenses. Donc, si on a réussi à gagner une partie à 2 joueurs, gagner une partie en mode difficile, avoir certaines choses qui s'est produites pendant la partie, d'avoir 5 zombies sur une case à la fin de la partie, il y a un paquet de petits achievements comme ça qui vont nous donner des trophées. Les trophées, on va les coller en arrière
Et lorsqu'on va arriver à certains points, donc sur la petite trame en arrière du livret, on va pouvoir ouvrir des enveloppes secrètes. Et là, c'est là que ça a gagné ma fille. Ma fille de 7 ans était vraiment, vraiment impressionnée de voir qu'on allait pouvoir débarrer des choses. Donc là, on joue, elle me demande de rejouer. On peut-tu rejouer nos parties? On va ouvrir une enveloppe. Et les enveloppes, qu'est-ce qu'elles font? Bon, c'est la petite composante Legacy en tant que telle. C'est que elles vont donner des nouvelles règles. Aucun spoiler si jamais vous décidez d'y jouer. C'est un jeu très agréable et plus ça va jouer, plus les règles vont se complexifier, mais sans rendre les choses difficiles quand même. Je dirais que le challenge va être beaucoup plus présent. Il va y avoir plusieurs règles qui vont se rajouter, puis ça va faire en sorte de donner une petite coche de plus au jeu. Sérieusement, là, je peux même dire que Zombie Kids a tellement été une belle révélation pour jouer avec ma fille que le jeu se trouve probablement dans mes 10 jeux favoris de l'année 2018. J'ai vraiment été impressionné parce que malgré, bon, certains que c'est pas le genre de jeu que je vais sortir avec mes chums de gars, on fait une grosse soirée de gamer, c'est pas Zombie Kids Evolution que je vais sortir. Mais j'ai trouvé que l'attrait de ce jeu-là, dans un jeu qui est quand même assez petit et pas très coûteux aussi, ont vraiment réussi leur coup. Donc, Scorpion Masqué, vous avez vraiment réussi votre gamble là-dessus. Zombie Kids Evolution, c'est vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour moi puis ma fille. Puis, lorsqu'on va être rendu un peu plus loin dans notre campagne, si on veut, et qu'on va débarrer un peu plus de choses, c'est certain que Naïma va vouloir vous présenter cette vidéo-là parce que c'est son jeu préféré de ces temps-ci. Un autre jeu que j'ai joué avec ma fille qui s'appelle Museum Heist. Museum Heist est un jeu de Foxmind Games qui est un petit jeu de bluff. Faut pas se méprendre, c'est un jeu d'environ 20 minutes, très très facile à jouer, qui se joue de 2 à 4 joueurs. Plus il y a de joueurs, j'ai trouvé le jeu plus intéressant, mais à la base, c'est quoi? C'est un jeu de bluff. Eh oui, je suis vraiment dans le pétrin, j'ai appris ma fille de 7 ans de commencer à bluffer. Au jeu de société, bien sûr. Donc, c'est quoi dans Museum Heist? Il va falloir qu'on réussisse à voler un trésor. Mais ce qui est amusant, c'est que en début de ronde, on va choisir parmi tous les personnages qu'il y a, parce qu'il y a 7 personnages, et les 7 personnages sont tous sur le plateau de jeu. Il va y avoir un trésor qui va tenter d'être volé, mais en début de ronde, on va choisir quelle est la personne, donc quelle est la couleur du joueur qui va commettre le crime. Donc, exemple, mettons, je choisirais le rouge dans ce crime. Lorsque c'est notre tour de jouer, on peut déplacer n'importe quel personnage. Et il faut d'ailleurs pas nécessairement déplacer seulement son personnage, parce qu'il faut qu'il se rapproche du trésor. On va essayer de bluffer les autres joueurs en leur faisant croire qu'on est un autre personnage, parce que lorsque un petit bonhomme va ramasser le trésor, on va regarder c'est qui avait misé sur cette personne-là. Avant que ça arrive, parce que sinon ce serait trop simple, on peut également dénoncer un autre joueur. Si on est persuadé qu'un autre joueur essaye, donc exemple, je suis certain que toi tu as le rouge, tu essaies d'aller de l'avant pour pouvoir essayer de compléter le vol en tant que tel, mais ça se peut que je t'essaie de dénoncer. Mais si je t'ai dénoncé et j'ai pas réussi, je vais être éliminé de la ronde. Au final, c'est un petit jeu de bluff très facile, très simple et pas détestable du tout. Je peux pas dire que c'est un grand jeu, là. C'est un petit jeu qui se joue très rapidement, mais j'ai été vraiment surpris parce que je pensais que ça allait être un jeu un peu plus pour enfants. J'ai joué avec ma fille un petit peu, mais on a joué entre adultes. On a joué 3-4 parties de fil même, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Ceci dit, un autre jeu que j'ai joué, Railroad Inc., une vidéo d'ailleurs disponible de notre collègue Vincent. Railroad Inc. mise sur l'espèce de lancer des jeux Roll and Write. Donc, des jeux où on va souvent rouler des dés, appliquer des résultats dessinés sur un plateau de jeu, et etc. J'ai fait d'ailleurs une vidéo de Steamrollers il n'y a pas si longtemps que ça. Railroad Inc., ce qui est différencié, bon, premièrement, il y a 2 versions du jeu, il y a la version bleue et la version rouge. Au final, c'est quoi les différences? C'est qu'il y a différents modules qui vont être là. Donc, dans la version bleue, il y a 2 modules. Dans la version rouge, il y a 2 modules différents. On peut également les mixer. J'ai joué à la version bleue, et j'ai trouvé le jeu très agréable. Par exemple, je dirais que dans les dernières années, on a eu énormément de Roll and Write. C'est un type de jeu qui ont vraiment eu beaucoup. Et c'est rendu que c'est assez difficile de se démarquer parmi tout ça. J'en ai testé d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de mon top 6 des Roll and Write. Et pour faire cette vidéo-là, j'en avais joué beaucoup. Ça fait en sorte que Railroad Inc., c'est un bon jeu, mais j'ai pas été si impressionné que ça. Je dirais que, comme je dis peut-être bien que c'est moi-même qui m'ai tanné un petit peu des Roll and Write. Welcome to, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur de la gang. Mais sinon, Railroad Inc. n'est pas un mauvais jeu. J'ai trouvé ça correct, sans vraiment vouloir l'acquérir. Aussi, encore, on continue avec... Oh! Et là, je vous amène assez loin. On parle toujours des nouveautés. On parle toujours des derniers jeux tendance ou encore des jeux qui ont marqué les derniers mois ou encore des choses qui viennent d'arriver sur Kickstarter. On prend rarement le temps de parler des vieux jeux. Maintenant, moi, je vais vous parler d'un jeu qui est un de mes favoris dans ce genre-là. C'est le Rummy.
Ouais, vous avez bien entendu le Rummy. Bon, sur BGG, ils appellent ça Rummy Cube, Rumio, il y a un paquet de versions. Moi, je parle de la version où on a des petites plaquettes de plastique et qu'il va falloir, avec des chiffres et des couleurs, et réussir à faire des séries. Je sais pas pourquoi, mais ce jeu-là a toujours une place importante pour moi. Parce qu'on parle souvent des jeux classiques. Bon, les échecs, j'ai joué beaucoup aux échecs il y a longtemps, mais c'est plus le genre de jeu que je vais jouer. Le Scrabble, même, plein de choses de même. Mais le Rummy, pour moi, est un de ces jeux-là qui est comme un intouchable. J'ai joué depuis que je compile mes statistiques une quarantaine de parties de jeux-là, puis malgré tous les jeux qu'on peut voir en arrière, je reviens de temps en temps avec un de mes bons amis, avec mon ami Marco souvent, on va s'installer puis on va passer notre soirée à jouer au Rummy. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, d'avoir à se casser la tête pour essayer de placer faire des combines pour pouvoir justement essayer de placer nos chiffres. C'est un classique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde d'entre vous qui savez c'est quoi et beaucoup de monde d'entre vous qui font comme dire ouf, ok, tu considères vraiment ça comme un jeu. Et oui, j'apprécie beaucoup le Rummy, ça y est, mon coming out est fait. Donc c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Puis on parle rarement des jeux, des vieux jeux comme ça. Vous autres, je sais pas, en tout cas, si jamais vous avez des vieux jeux de ce genre-là que vous aimez particulièrement, puis même les autres joueurs, des fois, vous regardez un peu bizarre en disant hey, pourquoi t'aimes ça? Mis à part Monopoly, parce que Monopoly, ça c'est un gros non. Mais moi, du moins, le Rummy, j'apprécie beaucoup ce jeu-là. Et voilà, ben, ça fait le tour en gros des jeux que je voulais vous parler. J'essaie de faire le tour, mais il y en a tellement de jeux intéressants. On manque tellement de temps pour pouvoir tout vous montrer les jeux, parce que des fois, on a envie d'en parler en rafale comme ça pendant longtemps. Ceci dit, ça a été mon mois de janvier. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend à la chaîne pour le mois prochain? Eh bien, je ne sais pas exactement. J'ai un paquet de vidéos en tête, j'ai un paquet de vidéos que je veux faire, j'ai un paquet de top que j'ai même certains que j'ai commencé à filmer. J'ai envie de vous parler de plein de nouveaux jeux justement que je vais recevoir. J'ai ma version de Aeon Zen Legacy Kickstarter qui vient d'arriver. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça sur la chaîne parce que j'ai vraiment hâte d'y jouer. Pour ceux qui ne le savent pas, j'apprécie beaucoup Aeon Zen. J'ai fait une critique express même à la chaîne. Et c'est un jeu qui figure probablement dans mon top 10. Donc, Aeon Zen Legacy, c'est certain que je vais vous montrer ça. Sinon, aussi, un autre déballage que j'ai hâte de vous montrer, une présentation du jeu Histoire de peluche. Donc, c'est la version française de Stuffed Fable. C'est un jeu d'aventure, mais avec un livre. Donc, on va avoir un livre qu'on va ouvrir des personnages. Il va y avoir des différentes missions comme ça. Le thème est absolument génial et c'est un jeu que je vais essayer de montrer à ma fille très bientôt. Donc, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce en haut si vous aimez le contenu. Sinon, si vous voulez juste partager dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous jaser. Vous pouvez également nous trouver sur Instagram où on essaye de placer le plus de photos possible. Il faut d'ailleurs des fois que je me fasse ramener à l'ordre par mon collègue Vincent qui m'envoie un petit message pour me dire de ne pas oublier de nourrir Instagram. Et j'ai un paquet de photos pour vous. Donc, les gens qui aiment la photo ludique, gênez-vous pas à aller voir là-bas et nous faire des petits cœurs. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.